Bienvenue tout le monde à cette deuxième portion de l'émission où, une fois de plus, chers auditeurs et chères auditrices, on a un invité de marque pour vous. C'est avec plaisir et honneur que je vous le présente. Depuis près d'une dizaine d'années, il couvre les activités des Canadiens de Montréal pour le quotidien La Presse, grâce à, disons-le les gars, l'une des meilleures plumes de l'industrie. S'il n'est pas autour de l'équipe, il est certainement quelque part aux quatre coins du globe en train de photographier des chats pour sa prochaine publication Instagram. Ici, c'est pas assez pour vous. Sachez qu'il est également détenteur du titre de vainqueur du Mardi Bon Poule de la Cage au Sport édition 2009. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit à l'émission pour jaser des Canadiens de Montréal, Guillaume Lefrançois. Hey! Yo! C'est... Après une introduction comme ça, la barre est très haute. Non, mais attends, très haute. La vraie question. Le fameux mardi de Bon Poule de 2009 de la Cage de Montréal-Nord, est-ce que tu te souviens de ton alignement? Non, je me rappelle pas en fait parce que le format de ce pool-là, c'est un pool, tu sais, quand tu as des catégories, puis là, dans chaque catégorie, tu as 5 joueurs, tu en choisis un. C'est ça, tu en choisis un, puis là, une fois par mois, tu avais le droit de faire un changement. Puis donc non, je me rappelle pas par cœur, mais je me souviens que à la fin de la saison, donc fin février, début mars, j'étais en voyage, j'étais en vacances en Chine. Et puis, tu sais, je veux dire, j'étais quand même en vacances. Là. Oui, j'avais beaucoup de choses à visiter, mais je veux dire, je m'assurais quand même de prendre tout le temps nécessaire pour bien faire mes changements. Et là, ce qui était drôle, c'est que le site d'RDS était censuré en Chine. Parce que c'est ça sur Internet là-bas, je sais pas maintenant, mais dans ce temps-là, il y avait certains sites d'information nord-américains qui étaient censurés et RDS en faisait partie. Alors là, je demandais à un de mes amis de m'envoyer par email c'était qui mes gars moins productifs, m'envoyer des catégories, puis là, j'analysais tout ça, je lui envoyais ça, puis c'était lui qui me faisait mes changements parce que RDS était censuré. Prochain invité, les responsables de la censure en Chine. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir ça. Oui. Guillaume, juste avant de rentrer dans les vifs du sujet, bon, on connaît un peu l'allure de cette saison des Canadiens de Montréal. Certainement de la manière qu'elle a commencé, qui, disons-le, est loin d'être positive. Toutefois, par les semaines qui courent, ça semble bien aller. Lorsque vous êtes préparé pour le bilan de mi-saison de Kent Hughes, est-ce que les récentes performances du Canadien ont un peu mêlé les cartes au niveau de votre préparation? Ben oui, parce que surtout que, tu sais, moi, ce bilan-là, tu sais, on sait que ça va venir à chaque année. Là, c'est une espèce de truc qui, c'est ça, une affaire que la plupart des équipes font de toute façon, que le Canadien a toujours fait. Donc, tu sais, moi, en fait, à mesure que la saison avance, ben je me prépare un document. Souvent, il y a comme un moment dans la première moitié de saison où je me prépare un document parce que là, j'ai comme 2-3 idées de trucs qui seraient bien à aborder à ce bilan-là. Donc, tu sais, je commence à me prendre des notes, tout ça. Puis oui, à un moment donné, je me suis rendu compte que les trucs que je voulais aborder, c'était devenu les sujets étaient un petit peu devenus caducs ou peu importe où soit que le sujet est plus d'actualité ou soit que c'est pas vraiment le temps d'aller là nécessairement parce que bon, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pas quand je faisais ça, il y a un moment, disons, à choisir là, pour certains sujets et tout ça. Puis là, ben dans ce cas-là, je me disais, c'est peut-être pas le bon moment pour ça. Donc oui, c'est sûr que oui, ça change la donne. Finalement, j'ai pas travaillé sur le bilan là, parce que ça, on ne sait jamais en avance non plus, ça va être quelle date. Et puis là, ben là, la date que c'était, moi, ben j'étais en congé, donc c'était mes collègues qui allaient, donc mes collègues s'en sont occupés. Mais ça reste que oui, je me suis rendu compte que certaines idées que je m'étais sorties, ben j'aurais pas été là dans mes questions, dans mon texte. La grosse question, par contre, c'est au début de saison, tournoi de golf, bien sûr, on a entendu la fameuse phrase qui est étiquetée à toute la saison de « on veut être dans le mix ». Plus la saison avançait, on se disait, bon, finalement, est-ce que c'était juste une petite joute médiatique pour essayer de faire bonne presse avec les partisans de tu sais quoi, on va dire ça, on va être dans le mix, tout ça. Finalement, à la lumière des récentes performances, est-ce que c'est du génie qu'on ne voyait pas? Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? Ben oui puis non, c'est-à-dire que ce qu'on réalise, c'est que oui, quand ils sont en santé,
c'est une équipe correcte quand même qui est capable de tenir tête aux bonnes équipes. Mais ça, c'est quand même un gros si qu'il faut quand même rappeler de temps en temps. Parce que des équipes qui sont en pleine santé dans la Ligue nationale, ça arrive, là, je veux dire. Puis d'ailleurs, le Canadien a eu quelques adversaires dernièrement qui avaient peu ou pas de blessés. Les Capitals qui avaient juste Sonny Milano, par exemple, tu sais, comme ça va. Mais, je veux dire, on l'a très bien connu ici à Montréal depuis 3 ans. Ça arrive des années qu'il y a beaucoup de blessés, tu sais, puis dans ce temps-là, c'est difficile, et dans ce temps-là, ça teste la profondeur, puis tout ça. Puis d'ailleurs, tu sais, on l'a vu, le Canadien, sans Patrick Laine puis David Savard, ben, ça reste qu'il manquait des petits éléments quand même, tu sais, puis en défense, c'était plus difficile, puis ils ont joué, tu sais, ils jouaient pratiquement à 5 défenseurs puis 11 attaquants, tellement que Pezzetta et Struble jouaient peu. Donc, tu sais, c'est pour ça que oui, ils nous surprennent, mais en même temps, c'est ça. Ils sont en pleine santé et ça se peut qu'il y ait 2 blessés. Ça se peut qu'il y ait 2 blessés quelque part pendant la deuxième moitié de la saison et que le Canadien en ressente mais justement, avec les derniers matchs, on parlait beaucoup du calendrier, justement. Savard, Laine sont pas là, mais on trouve le moyen de gagner. Je pense que, tu sais, c'est là qu'on peut voir aussi que le visage du Canadien de décembre-janvier n'est pas le même que septembre, octobre, novembre, pour l'instant. Non, tout à fait. Je veux dire, ça leur enlève rien, mais je veux dire, c'est ça. Il y a quand même des petits éléments où est-ce qu'on voyait que ça manquait. Puis encore là, tu sais, Savard et Laine, si t'es pour avoir 2 blessés, ben bon, c'est pas si pire que ce soit eux. C'est-à-dire que bon, Laine, on le sait, là, jusqu'ici, il est surtout dominant en avantage numérique. À force égale, c'est pas vraiment lui qui fait bouger l'aiguille. Et puis, ben, David Savard, tu sais, il fait du travail honnête, tout ça, mais il va plus te donner 23 minutes de jeu, puis tout ça. Tu sais, il faut quand même que tu limites un petit peu son utilisation. Donc, tu sais, je veux dire, à l'inverse, si les 2 blessés, c'est Nick Suzuki puis Kaden Goulet, ben, je veux dire, ça va paraître, mais ça, c'est normal. N'importe quelle équipe qui perd son centre numéro 1, puis un de ses 2 meilleurs défenseurs, c'est sûr que ça va paraître aussi. Puis cette blessure-là, Savard, elle arrive dans le bon contexte. Maintenant qu'on a Alexandre Carrier, qui va un peu. T'as Carrier qui peut éponger un peu. Si on avait demandé la même chose à Justin Barron, par exemple, ça aurait été un peu plus laborieux, je pense. Là, on l'a vu plus tôt cette année, là, c'était pas toujours facile pour Barron. Puis un gars comme Carrier, je pense que ça a beaucoup solidifié cette brigade-là. Puis ben, j'imagine que c'est un peu la perception que tu as aussi de tout ça depuis un mois. Là. Tout à fait, oui, non, exactement. Cet ajout-là, j'avoue que j'en sous-estimais l'importance. Je pensais pas que Carrier rentrerait puis occuperait le rôle qu'il occupe là, c'est-à-dire vraiment un gars de deuxième paire puis qui fait quand même un bon travail là, sur un deuxième duo. Donc, chapeau à Kent Hughes pour celui-là. Au-delà de ça, Alex Carrier, est-ce qu'il s'est bien adapté au marché montréalais puis justement de voir le nombre de journalistes que vous êtes autour de lui? C'est-tu bien acclimaté à ça? Oui, ça a jamais eu l'air de le déranger, ben honnêtement. C'est un gars qui est très, très à l'aise, très à l'aise à nous parler, très à l'aise devant les caméras. Donc, oui, non, c'est pas du tout, ça semble, en tout cas, si ça le dérange, il le cache bien parce qu'il est parfaitement à l'aise quand on lui parle. Mais ça doit être, le John doit quand même être assez visible de passer de la couverture médiatique de Nashville en pleine saison de la NFL, encore pour l'instant, jusqu'à Montréal, où ce que là, c'est la religion par excellence ici. Ben oui, exact. Ça, c'est clair. Mais après ça, je pense qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Il y a des joueurs qui carburent à ça même, puis que je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui, dans un marché où il y a peu d'attention, tout ça, ben, peut-être que ça stimule moins. Je sais pas, c'est dur à dire, mais je veux dire, moi, c'est l'impression que j'en retire, puis c'est une chose aussi à laquelle je pense Kent Hughes puis la nouvelle, on va arrêter de dire la nouvelle administration, là, mais toute la direction de Kent Hughes et Jeff Gorton, je pense qu'ils font attention à ça, ils s'assurent d'aller chercher des joueurs qui sont prêts à assumer cette attention-là, puis on le sait, là, Juraj Slafkovský, c'est exactement ça. Il est à son aise quand les réfractaires sont sur lui. Il y a aucun problème avec ça. Et puis, ben, c'est ça, c'est important c'est important d'identifier ces gars-là qui vont être à leur aise dans cet environnement. L'un des bons coups, justement, depuis le début de la saison, qu'on remarque, on en parle, on en jase, c'est bien sûr Lane Hutson. Je veux faire un petit peu de pouce sur le cas de Lane Hutson parce que j'écoutais cette semaine la radio et c'était ton collègue Alexandre Pratt qui était de passage aux amateurs de sport et il parlait que
comme quoi, ben oui, on s'emballe souvent pour des espoirs à Montréal, mais là, maintenant qu'on a des résultats avec Lane Hutson, on semble garder une petite gêne à son endroit à l'idée de le vendre. Qu'est-ce que tu en fais, mettons, de ces commentaires-là là-dessus? Est-ce que tu penses qu'Alexandre Pratt, il y a moyen de dire, ben oui, en effet, par le passé, on a eu quelques ratés, puis c'est une gêne qui est justifiable, ou au contraire, est-ce qu'on devrait faire quelque chose avec ça, puis vendre un peu plus notre salade avec Lane Hutson? Ben, je pense, les partisans peuvent réagir comme ils veulent bien réagir. Il y a aucun problème avec ça. Mais tu sais, je pense que c'est quand même correct aussi comme journaliste de se garder une certaine retenue, une certaine gêne, tout ça. Je veux dire, justement, toute cette amplification-là, ben, je veux dire, l'équipe va le faire, les coéquipiers vont le faire, des fans vont le faire, puis je veux dire, après ça, oui, ça se peut que certains journalistes ou peu importe le fassent, mais je veux dire, je pense en tout cas, nous, dans notre cas précis de vraiment journalistes sur le beat, qu'on est là au quotidien, qu'on leur parle, tout ça, ben oui, il y a quand même une certaine retenue. Je veux dire, on veut pas, je te donne un exemple. Nous, on vote pour les trophées dans la Ligue nationale. Tu sais, les trophées de la Ligue nationale, c'est l'association des, ce qu'on appelle le PHWA, donc l'association des journalistes qui couvrent la Ligue nationale. On vote pour ça. Ben, si on se met à écrire à tout bout de champ à quel point que Lane Hutson, c'est la meilleure chose depuis le prêt tranché, on est-tu en même temps en campagne pour qu'il gagne le trophée Calder? Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de rester relativement posé. Puis après ça, ben, quand viendra le temps de voter, ben, regarde, si je juge que c'est lui la meilleure recrue, je voterai pour lui. Mais je veux dire, j'ai pas à faire de campagne non plus pour ça. Puis je veux dire, chacun est libre de l'analyser comme il veut, puis de l'apprécier comme il veut. Puis surtout que, tu sais, veut pas, Lane Hutson, je pense, dès la seconde, son nom a été prononcé en 2022 par Jeff Gordon ou Ken Hughes, je ne sais plus. Non, c'est Martin Lapointe, je pense, j'ai vu la vidéo passer cette semaine. Tu sais, il y en a eu du hype sur Lane Hutson, puis je pense que c'est quand même quelqu'un qui a probablement le mieux réussi à répondre à ces attentes démesurées-là. Tu sais, je ne veux pas d'évaluer comme Juraj Slafkovský ou Cole Caulfield quand il était à l'université avec Wisconsin, mais je pense que Lane Hutson, malgré toutes les attentes qui ont été placées en lui, d'une certaine façon, il a réussi à dépasser ça. C'est ça qui me sidère déjà à sa première vraie saison en Ligue nationale, alors qu'on pensait peut-être encore qu'il allait commencer l'année à Laval, juste après ses 2 premiers matchs contre Détroit l'année passée. C'est absolument, c'est effectivement un cas de dépasser les attentes. Puis je me souviens avant même qu'il arrive, on se disait bon, qu'il va être bon, mais mettons qu'il devient Samuel Girard. Ben, c'est correct, là. Je veux dire, un choix de fin de 2e tour. Si ça devient un Samuel Girard, bon Dieu, bon coup. Bravo aux Canadiens, là. C'est très bien. Puis Samuel Girard, on l'aime tout, puis il a une belle carrière. Donc, c'est ça, tu sais, c'est très dur à dire, mais là, de le voir aller, de voir comment que de semaine en semaine, de mois en mois, il semble vraiment gagner en maturité. C'est rare que tu le vois faire 2 fois la même erreur. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... c'est vraiment ça qui est impressionnant, son nombre de minutes qu'il joue. Tu sais, là, il est à 23 minutes par match en moyenne. Mais tu sais, c'est une chose de jouer 23 minutes pour une équipe qui est dans le fond du classement et qui n'a aucun enjeu. Mais là, c'est 23 minutes dans une équipe qui est dans la course aux séries en ce moment puis ils sont pas là juste pour donner des minutes pour que les jeunes se développent. Là. Je veux dire, ils essaient aussi de gagner des matchs. Donc, c'est impressionnant. Puis je vais rebondir un peu sur Hutson parce que on parle beaucoup de son jeu offensif, puis avec raison, tu sais, c'est la recrue à la mi-saison qui a le plus de points dans toute la LNH. Mais moi, ce que je remarque beaucoup, surtout depuis une dizaine de matchs, son jeu défensif, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris un step par en avant. Puis je pense que vendredi soir, tu étais à Washington justement, puis ben, c'est son jeu défensif qui a mené au but victorieux de Nick Suzuki en prolongation. Puis je veux t'entendre un peu là-dessus. Toi, son jeu défensif, je pense que c'était la crainte de beaucoup de gens avant qu'il arrive dans la LNH. Qu'est-ce que tu penses de son jeu défensif à Hutson cette année depuis son arrivée justement? Ben, ce qu'il y a toujours eu, puis que ça, on l'a vu très rapidement, c'était une combativité puis une intensité. Ça, il l'a toujours eu. C'est sûr que c'est pas intensité au sens que non, il ira pas défoncer un gars dans la bande. Ça, c'est pas lui. Mais je veux dire, mais il est très. Non, c'est ça. Mais il est très compétitif. Puis oui, il monte souvent avec la rondelle, mais il revient aussi vite, tu sais, en repli, tout ça. Donc, tu sais, je veux dire, tu sais, à partir du moment où le joueur, quand même, tu vois que cette conscience-là de OK, si je pars, il faut que j'ai les jambes pour revenir, puis tout ça, il faut que je défende. Puis tu sais, il joue avec la même intensité en zone offensive que défensive. Donc, tu sais, ça, déjà en partant,
ça joue pour beaucoup. Après ça, je veux dire, oui, physiquement, il va toujours avoir la grandeur qu'il a, puis ça va arriver qu'il va se faire tasser, mais je le trouve très, très bon avec son bâton. Je trouve qu'il tue une quantité de jeu impressionnante avec son bâton, simplement parce qu'il positionne bien, il anticipe bien le jeu. Donc, tu sais, ça là-dessus, oui, c'est effectivement une révélation. On va voir comment ça va aller en deuxième moitié de saison quand le jeu va se resserrer puis tout ça. On verra, mais je veux dire, pour le moment, cet aspect-là de son jeu est quand même étonnant à voir aller. Guillaume, on a des petites questions du public aussi qu'on a gardées pour toi. Puis une que j'aimerais commencer avec, ça provient de Michael Payette qui demande, mauvaise question, mais qui demande, pardon, est-ce que d'après vous, le Canadien va prendre un autre gros step l'an prochain, même avec la possible perte de certains vétérans? On nomme Christian Dvorak, David Savard, Yoel Armia, Jake Evans et Mike Matheson qui reste encore une année de salaire, ainsi qu'avavec l'arrivée de prochaines recrues telles que Demidov, H-Beck et compagnie. Ben, j'ai l'impression que oui, tu sais, le noyau de cette équipe-là, le Suzuki, j'inclus Suzuki là-dedans qui peut, tu sais, je veux dire, t'en as des joueurs que même après 25 ans, ils continuent quand même à progresser. Donc, tu sais, je veux dire, Suzuki, ça veut pas dire qu'on a vu son plafond. Caulfield, je trouve qu'il commence à ressembler quand même à un joueur complet. Hudson et Goulet, c'est sûr qu'ils vont progresser. Donc, tu sais, je veux dire, oui, tu sais, je pense qu'il y a de la place, puis après ça, bon, Demidov, on va voir, c'est un autre là, que, bon, on verra ce qu'il va faire. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes. Attendons voir. Mais tu sais, Emil Heinemann, ça en a un autre qui a place quand même à faire croître son jeu parce que là, il le fait dans un rôle très limité. Donc, tu sais, oui, je pense qu'il y a différentes zones à gauche, à droite pour de l'amélioration. Après ça, tu sais, les vétérans en fin de contrat, je veux dire, moi, j'ai l'impression, je veux dire, si j'étais eux, moi, je pense que Jake Evans, Yoel Armia, tu dois les ramener. Si bien sûr, ils visent pas la lune, là, mais tu sais, c'est moyen de s'entendre sur des salaires raisonnables, c'en est deux que tu ramènes. David Savard, on verra. Tu sais, je pense que David Savard, on le voit déjà cette année, c'est de gérer une certaine décroissance. Donc, tu sais, si, je veux dire, moi, je pense qu'il leur ferait pas de mal, là, s'il revenait ici. Parce qu'oublions pas qu'à droite, David Reinbacher va revenir d'un an d'absence. Logan Mailloux, ben, on va voir comment ça va. Mais tu sais, je veux dire, ils sont pas sortis de l'auberge du côté droit pour autant, tu sais. Donc, ça se peut bien que Savard puisse encore les aider l'an prochain. Donc, tu sais, s'il est prêt à continuer puis à prendre une petite diminution de salaire, tu sais, c'en est un, je serais pas surpris qu'il revienne non plus. Donc, en tout cas, bref, donc, tout ça pour dire que oui, je pense que quand même, de façon générale, moi, oui, c'est une croissance qui peut quand même se poursuivre l'an prochain à cause de la marge de manœuvre qu'ont plusieurs joueurs importants dans le noyau. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as devancé une de mes questions. Je voulais te parler de Jake Evans, justement. Tu sais, je pense que c'est le nom qui fait le plus jaser à Montréal ces temps-ci de qu'est-ce que vont faire les Canadiens avec Jake Evans si on sait qu'il va devenir joueur autonome au terme de la saison. Puis, ben, je pense que tu m'as un petit peu répondu, mais dans le fond, toi, tu garderais Jake Evans, tu essaierais de t'arranger pour le conserver. Puis, dans une éventualité, mettons, où une équipe t'offre un choix de première ronde, un choix de fin de première ronde, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais? Je te fais jouer un peu au DG, là, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses qui serait un prix raisonnable? Tu sais, comment tu gérais le cas de Jake Evans? Ben, tu sais, je pense qu'ils ont atteint le point où ils ont accumulé assez de choix au repêchage justement pour se permettre que, tu sais, si un joueur d'un âge correct qui est prêt à accepter un salaire correct, ben tu es peut-être rendu au point où tu peux le garder au lieu de continuer à accumuler des choix au repêchage. L'autre chose avec Evans, tu sais, en fait, Evans, c'est pour deux raisons que je pense que ça serait important pour le Canadien de le garder. Premièrement, la position de deuxième centre, c'est quand même pas clair encore pour le moment. Je dis pas qu'Evans va être un deuxième centre, mais je dis juste que, tu sais, là, on le voit cette année, je veux dire, ce rôle-là de deuxième centre qui a principalement été occupé par Kirby Dach, ça n'a pas été un rôle productif, ça a peut-être été le maillon faible du Canadien en première moitié de saison. Ça a été compensé en partie par justement le brio de Jake Evans. Si c'était pas Jake Evans qui connaît cette première moitié de saison-là, je sais pas où le Canadien est en ce moment. Donc, c'est une bonne police d'assurance si jamais ta position de deuxième centre demeure un petit peu floue. C'est une bonne police d'assurance. Puis l'autre chose, ben, tu sais, oui, tu as Owen Beck qui arrive, il y a une bonne première saison dans la Ligue américaine, je comprends tout ça, mais c'est long de développer un bon centre. Puis tu sais, Jake Evans, ça fait 5 ans qu'il est là. Puis c'est là, cette année, que vraiment,
que ça décolle un petit peu plus, qui est capable d'aider offensivement, parce qu'avant ça, c'était vraiment un centre de 4e trio qui faisait son 25 points par année, puis c'est tout. Puis là, après 5 ans, donc tu sais, je veux dire, sachant, puis ça a pris 5 ans, puis avant ça, il avait fait son 2-3 ans dans la Ligue américaine, puis il est arrivé vieux, puis tout ça, tu sais. Donc, tu sais, prends Owen Beck, là, qui a 21 ans, qui va avoir une année d'expérience dans la Ligue américaine. Ça se peut que ça y prenne encore un certain temps avant d'être un vrai bon centre dans la Ligue nationale. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est ça. Si tu peux garder Evans à moyen terme, ben, regarde, ça va donner le temps à Owen Beck de rentrer tranquillement. Puis s'il faut qu'il y ait 2-3 saisons à faire 20-25 points comme on vient de voir Jake Evans, ben, c'est correct. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, t'en as un autre, puis t'es pas forcé de tout de suite mettre Owen Beck rapidement dans une position de le monter dans un 3e trio ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, je pense qu'Evans peut t'acheter du temps, le temps que Owen Beck se développe convenablement. Il achète du temps, puis aussi, tu sais, veux pas, Jake Evans, c'est dans les vieux, entre guillemets, je vais mettre ça, entre guillemets, tu sais, c'est le seul dans les vieux avec Brendan Gallagher qui a été repêché et développé par l'organisation. Ça rentre-tu un peu dans ce thought process-là de négociation aussi? Puis, tu sais, Jake Evans, pour moi, c'est aussi un gars qui peut permettre à Nick Suzuki de se concentrer peut-être un peu plus offensivement parce que on sait, Nick Suzuki n'a pas manqué un match depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, a probablement un des rôles les plus ingrats dans cette reconstruction-là. Moi, je sens que Jake Evans peut enlever un peu de poids sur les épaules dans le jeu de Nick Suzuki en ayant justement une stabilité sur le 2e/3e trio aussi. Là. Ben, en fait, c'est qu'Evans prend beaucoup de mises au jeu en zone défensive. Donc, ça, c'est ça, toutes ces mises au jeu-là qu'il prend, ben, ça libère Suzuki. Donc, oui, ça aide. Après ça, le fait qu'il ait été repêché par l'organisation, je pense pas que ça compte pour beaucoup parce que c'est pas cette administration-là de toute façon. Donc, tu sais, il n'y a pas cet attachement-là. Par contre, je pense que son ancienneté dans l'organisation peut peser parce que tu vois quand même que c'est un gars qui commence à avoir de l'ascendance. C'est un gars qui a l'air populaire dans le vestiaire, qui a l'air apprécié par ses coéquipiers. Puis je pense que c'est un gars qui est un bon exemple. Puis justement, je pense qu'il pourrait être un bon modèle pour Owen Beck quand Owen Beck va arriver. Jake Evans, quand c'est arrivé, il y avait Nate Thompson comme modèle qui était très, très bon pour eux. Ben, je veux dire, regarde, c'est sûr qu'Evans, c'est plus jeune que ce qui était Nate Thompson, mais il peut quand même servir dans un certain sens de cette espèce de modèle-là pour aider Owen Beck. C'est presque criminel qu'on se soit rendu à cette marque de l'émission puis qu'on n'ait pas parlé de Jakub Dobeš. Guillaume, tu as vécu l'ascendance de Jakub Dobeš avec le grand club alors qu'ils étaient un simple voyage en Floride. Comment s'est vécu la transition de son côté aussi si rapidement? Bon, ben, on passe Kaden Primo au balotage, on fait monter Jakub Dobeš. Qu'est-ce que tu en fais de son ascendance avec le grand club? C'est quand même particulier. Ça, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'ils allaient être très patients avec Dobeš. Ouais. Et d'ailleurs, au moment où c'est arrivé, un petit peu avant Noël, on entendait des espèces de murmures comme quoi que peut-être que Primo serait pas là après Noël, mais Dobeš lui-même revenait d'une blessure, donc on se disait est-ce que ça va être vraiment Dobeš? Est-ce qu'il pourrait rappeler Connor Hughes à la place? Parce que c'est ça, étant donné que Dobeš, je pense qu'il avait juste joué un match avant Noël, bon, il était un petit peu magané, tout ça, mais finalement, visiblement, la pause des fêtes lui a fait du bien. Puis là, ben, c'est sûr qu'en étant avec le Canadien plutôt qu'à Laval, ben, il y a un petit peu moins de départs. C'est comme c'est Montembeault, mais il y a un départ par semaine pareil. Ça se passe très bien jusqu'ici. On va voir. Je dis, ça reste que c'est un gars qui a un bon début de carrière professionnelle. Il y a eu 2 premiers mois difficiles à Laval l'an passé, mais depuis ce temps-là, ça a vraiment décollé pour lui. Donc, il faudrait voir, mais c'est intéressant, puis c'est intéressant aussi le genre de problème que ça pourrait poser aux Canadiens si jamais si Jacob Fowler devient professionnel à la fin de l'année, effectivement. Alors, comment tu gères tout ça? Est-ce que Jacob Fowler se voyait rapidement dans la Ligue nationale? Est-ce que sa vision des choses change? Ça pose tout plein de questions intéressantes, mais tu sais,
ça reste que ça fait seulement 3 matchs. Alors, attendons voir. Puis surtout que s'il y a une position où les équipes font beaucoup de vidéos puis peuvent exposer un athlète, ben c'est la position de gardien. Là. Je veux dire, là, les équipes vont accumuler des données, des vidéos, des minutes. Et donc, il faudra voir comment Dobèche va résister à ça. Mais il fait très bien ça jusqu'ici. Très rapidement, tu as parlé de Jacob Fowler. Est-ce que c'est vraiment une possibilité qu'on risque peut-être de le voir à Laval d'ici la fin de la saison universitaire du côté de Boston? Vraiment. Je dirais, j'en ai aucune idée, honnêtement. J'ai pas. Moi, ça fait quand même plusieurs mois que je lui ai parlé là, à Fowler. Donc, tu sais, j'ai pas un gros feeling nécessairement de la chose. Mais je veux dire, je pense que être dans ses souliers, tu t'analyses la situation, ça peut être un bon moment pour faire le saut, effectivement. Tu sais, s'il juge qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre à l'université, tout ça. C'est quand même un gars qui a déjà une bonne carrure. Donc, tu sais, c'est pas comme s'il avait besoin de se développer physiquement. Là, il a déjà la carrure. Il est dans un programme super fort où est-ce que tu peux te demander, bon, est-ce qu'il a vraiment intérêt à jouer 3 puis 4 ans dans ce programme-là où, je veux dire, où l'équipe le gagne tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, là, tu fais comme, OK, j'ai fait le tour du jardin ici, je suis prêt à passer à l'autre niveau. Et puis, ben, c'est sans savoir ce qui va arriver avec Caden Primo au-delà de cette saison, ben oui, ça peut être un bon moment pour lui pour considérer de faire le saut. Je pense que plus Jacob Dobèche va être bon dans la Ligue nationale, plus ça peut être tentant pour lui parce que ça peut vouloir dire dans ce cas-là qu'il y aurait le filet pour lui à Laval l'an prochain, si Dobèche montre qu'il est prêt à faire le saut. Mais encore une fois, là, je veux dire, attendons avec Dobèche, regardons-le aller, tout ça avant de déterminer que voici, on a un de vrai gardien qui est prêt à être numéro 2 dans la Ligue nationale. Là, je pense qu'on va attendre d'avoir un petit peu plus un plus gros échantillon. Juste avant d'avoir quelques questions en rafale pour toi, Guillaume, on te connaît bien sûr pour assurer la couverture des Canadiens de Montréal, mais aussi comme étant un grand fan de lutte. La question se lève à tout le monde. Est-ce que tu as renouvelé ton abonnement Netflix pour la WWE? J'ai jamais eu d'abonnement Netflix, imagine-toi donc. Je vais vous parler d'un dinosaure en ce moment qui a... tu vois... Vous voyez, la seule plateforme à laquelle je me suis abonné depuis que les plateformes existent, c'est Crave, et c'était pour la série Dark Side of the Ring, série de documentaires là, sur la lutte, justement, qui sont vraiment très bons. Donc, une fois par année, je me prends 1 mois ou 2 d'abonnement à Crave, je regarde les documentaires quand j'ai le temps, puis ensuite, je me désabonne. Puis non, j'ai jamais eu d'abonnement Netflix. Donc, falloir que je passe à tout ça. Tu sais, en tout cas, disons que même quand c'était à Sportsnet, je perdais l'habitude un petit peu de regarder la WWE ces dernières années. Je m'arrêtais quand je zappais dessus, mais sans plus. Donc, là, je vais voir. Il va falloir que je passe à tout ça. J'espère que les questions vraies ou faux des bancs d'école sont pas trop loin dans ta mémoire, Guillaume, parce qu'on en a quelques-unes pour toi. Allons-y, sans plus tarder. Le Canadien est-il une équipe de séries éliminatoires? C'est un drôle de moment pour poser la question quand on l'affiche de 9-2-1 dans les 12 derniers. C'est un drôle de moment. 12-5-1 depuis le 1er décembre, hein? 12-5-1 quasiment depuis 1 mois et demi. Oui, non, exact, tout à fait. Je vais quand même dire faux pour le moment. Il y a énormément d'équipes qui sont dans le fameux mix. Justement, là, le Canadien n'est pas tout seul non plus. Il y a certaines équipes là-dedans qui ont sous-performé. Donc, allons-y pour faux. Le Canadien aura son premier joueur d'1 point par match depuis Alex Kovalev. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment Nick Suzuki tellement constant. Je pense que ça va arriver. Il est bien entouré. S'ils n'ont pas de blessure dans les joueurs importants à l'attaque, Suzuki va y arriver, c'est vrai. Je rebondis vite. Est-ce que Cole Caulfield va le faire aussi ou juste Nick Suzuki? C'est dur à dire. C'est sûr que c'est ça. Là, au moment où on se parle, c'est 43 points pour Suzuki, 40 pour Caulfield. Donc, c'est ça. Suzuki a une petite longueur d'avance. Ouais. Je pense que Caulfield va y arriver éventuellement, oui, parce que c'est un passeur sous-estimé. Le 40 goals, est-ce que le 40 buts, le premier depuis Vincent D'Anfos, on va enfin y arriver? Après que Max Pacioretty a genre passé proche. À 39. Exact. Oui, Caulfield va y arriver. Il y a les occasions nécessaires pour y arriver. Il va l'avoir. Lane Hutson est le favori pour le trophée Calder. J'ai le goût de dire faux.
Premièrement, j'ai trop peu vu Celebrini cette année, donc ça, je peux pas me prononcer sur l'impact de Celebrini. Mais ce que je sais, c'est que trop souvent, le trophée va à la recrue qui a le plus de points. Et Celebrini, là, Hudson est devant parce que Celebrini a été blessé. Mais si les deux sont en santé pour le reste de l'année, ben Celebrini a un meilleur rythme que Hudson. Alors, s'il finit devant Hudson, je crains qu'il et quand je dis malheureusement, c'est parce que je déplore ça. Ça m'est souvent arrivé, moi, par les années passées, de voter pour un défenseur pour le Calder. Et c'était tout le temps le joueur qui avait le plus de points qui gagnait. D'ailleurs, j'ai voté Brock Faber l'an passé et non pas Cameron. Non, enfin, un homme de culture ici, mesdames et messieurs. Un homme de culture. Le Canadien est à un Ivan Demidov près d'être l'équipe la plus excitante de la Ligue. Oh, excitante. Ouais, ben non, pas la plus excitante quand même, parce que je pense que l'Avalanche, les Oilers, c'est assez excitant à regarder. Mettons, on dit régulier en série. On est à un Ivan Demidov d'être régulier en série. Un Ivan Demidov développé. Okay. Je sais pas si Demidov recrue, je sais pas, mais le Demidov à 22 ans, là, quand tu vas avoir 2-3 ans dans le corps, là, oui. Okay. Emil Heinemann est le meilleur secret caché de la LNH depuis la recette d'11 épices et herbes du colonel Sanders. Vrai. Je suis ce joueur-là, je trouve qu'on l'apprécie. Plus on le voit, plus on l'apprécie. Vraiment toute une révélation. Selon ta mémoire de gars sur le beat et même de journaliste depuis les dernières années, une recrue comme Heinemann qui réussit autant à produire malgré un temps de jeu limité de même, puis être aussi low profile de même. La dernière fois qu'on a vu ça, que ce soit à Montréal ou même dans la Ligue nationale, tu disais ça date depuis quand, tu penses? C'est dur à dire, mais tu sais, n'oubliez pas qu'Arthur Lekonen avait eu une bonne année recrue aussi quand même. Puis justement, même affaire, il y avait un rôle limité, tout ça. Donc, tu sais, il y a peut-être un petit peu lui, mais Heinemann, je trouve ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il également, il n'a pas peur non plus d'être robuste. Puis donc, même dans les matchs où il compte pas, où il fait pas de points, il fait quand même sentir sa présence parce qu'il frappe fort d'un coin. Emil Heinemann va nous amener à la Coupe Stanley. Guillaume Lefrançois, le Carlin, vous l'avez entendu ici en premier. Félicité. On va clipper ça va être viral. Et finalement, Guillaume, parce qu'on est dans toute cette ferveur des séries éliminatoires au football, les Chiefs de Kansas City remporteront un 3e Super Bowl consécutif. Faux, c'est l'année des Bills. Vous savez, j'aime beaucoup la ville de Buffalo, j'aime beaucoup aller à Buffalo, tout ça, donc c'est leur année, c'est l'année des Bills. Belle victoire aujourd'hui d'ailleurs contre Denver. Très convaincante. Puis c'était 7-0 après 3 minutes, là, puis ça a été tout. C'était pas plus 7-0 pour Denver. C'est ça, ça a été tout. Enfin, Guillaume Lefrançois, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ce fut un plaisir de te recevoir et de pouvoir profiter de ta connaissance et bien sûr de ton expérience sur le beat des Canadiens. Ben, merci beaucoup, messieurs. Bien heureux d'avoir fait ça avec vous. Amusez-vous bien. Et puis voilà, j'ai bien hâte que vous remettiez mes propos dans ma face dans 2 ans quand je vais avoir l'air fou. Puis t'es le bienvenu n'importe quand si tu veux venir jaser d'un point chaud avec nous sur le hockey ou whatever. Même la lutte, si tu veux venir nous jaser de lutte à un moment donné, t'es invité n'importe quand, ça va nous faire plaisir. Bon, ben ça marche. Merci beaucoup, les gars. Merci Guillaume. Merci. Bye bye. Ah, quel chic type, hein? Quel homme. Ouais. Quel homme. Juste avant... Mais pas avoir eu l'alignement, je suis déçu, par exemple. Moi, je voulais le secret, le secret le mieux gardé de tout Twitter, le fameux line. Peut-être que c'est caché dans les courriels de l'ami et Guillaume. Peut-être même un vieux courriel. On parle de 2009, c'est quand même d'il y a 15 ans, 16 ans maintenant. Ouais. Peut-être perdu quelque part là-dedans sur un vieux courriel dont on ne se rappelle même plus le mot de passe. Là. La cage au sport Montréal-Nord, écrivez-nous. Peut-être que vous avez ça dans vos archives à quelque part. Mes DM sont ouverts. J'ai juste ça. Est-elle encore ouverte? Ça doit. Ça serait confirmé. En tout cas, ça s'appelle certainement plus la cage au sport. C'est la cage. Parce que faut croire que c'est pas bon d'être... En tout cas, on partira pas en guerre contre l'équipe marketing de la cage. Ça fonctionne. Ils ont des restos en France maintenant. Fait que...
Ouais, ils sont dit que restons en France. Hey, cette fin de show-là passe sur une dérape pas à peu près. Là. Je pense qu'il t'a rappé ça avec le joueur de la semaine. Je pense qu'on est rendu là. Alright, allons-y. Donc, mesdames et messieurs, juste avant qu'on se quitte, on a quand même votre petit quiz du joueur de la semaine. Alors, cette semaine, le joueur a été repêché en 2014, joue actuellement pour les Canadiens de Montréal et natif du Canada, en plus d'avoir présentement un total de 10 buts pour la saison. Et Félix Forget, on a nommé... Ben, Jake Evans, on en a parlé tantôt. On s'est dit que c'était une bonne idée de ramener Jake Evans une nouvelle fois pour ce segment Devine le joueur de la semaine. Ça, je pense que c'est, comme je le disais tantôt, je pense que c'est le nom qui fait le plus jaser à Montréal ces temps-ci. Que va faire le Canadien avec Jake Evans? Un peu comme Guillaume, je pense que le Canadien est au stade où laisser partir Evans, c'est plus nécessairement essentiel. On a 9 choix dans les 4 premières rondes au prochain repêchage. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 10e choix quand tu as Jake Evans, qui est une belle histoire de succès de développement à Montréal, un gars repêché en 7e ronde en 2014, qui, 10 ans plus tard, est un beau modèle de développement, de persévérance et tout. Comme Guillaume, je pense qu'il faut garder Jake Evans, mais je pense que c'est un sujet qui va vraiment faire réagir dans les prochaines semaines à Montréal, surtout si l'équipe continue d'être dans le fameux mix, parce que là, est-ce que tu échanges un gars qui t'aide à gagner quand tu es dans une course aux séries? Je pense qu'il va y avoir des grosses décisions qui attendent Kent Hughes et Jeff Gorton dans les prochaines semaines. Je viens de penser à ça, OK? Moi, j'aimerais j'aurais aimé ça demander à Guillaume, mais je viens d'y penser. Moi, j'aimerais voir Jake Evans et Jacob Debesch dans les prochains jours. Parce que ceux qui suivent le football universitaire américain savent que Notre Dame, qui est l'ancienne université de Jake Evans, et Jacob Debesch, qui a joué à Ohio State, vont jouer contre en finale nationale. Moi, j'ai hâte de voir ça va être qui va... Moi, je pense que si je suis admin des médias sociaux pour les Canadiens, il y a peut-être de quoi à faire, ça pourrait être délicieux. Ouais. Alors, Jacques Evan, maintenant, qui est le prochain joueur, le dernier joueur des Canadiens à avoir eu l'honneur de se faire traduire son nom en français. On a eu l'année dernière Jacques Alain et ainsi de suite. Jacques Alain, Jacques Evin, j'avais déjà écrit Arthur Lévesque pour Arthur les Canadiens. Ça, c'est le 24 juin. Quand il est devenu un héros national, il est devenu Arthur Lévesque. Non, ce soir-là, il s'appelait Arthur Lévesque. et pourtant, il ne sait pas à quel point c'est un nom de grande importance pour le peuple québécois. Oui. Le sait-il ce qu'il a fait la journée qui a marqué son but? Anyways, d'ici là, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace. Bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine alors que on continue les séries éliminatoires au football de la NFL. Bien hâte de jaser de la prochaine équipe qui va venir décevoir. Je tiens encore à remercier Guillaume Lefrançois d'avoir accepté de venir jaser des Canadiens avec nous. Vraiment chic type. Vraiment n'importe quand. Guillaume, tu es la bienvenue. Tu es même officiellement invité au cookout de la Triple Menace. Un jour, on va en faire un pour vrai, puis je ne sais pas comment on va arranger ça, mais un moment donné, on va organiser un cookout. Je ne sais pas quand ou comment, mais tout le monde de la Triple Menace est invité au cookout. Comme le veut le dicton, fuck around and find out. On va trouver ça assez rapidement. D'ici là, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace et ciao, ciao!